Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous juridique sur Azure TV. Émission toujours enregistrée en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan, barreau qui nous accueille dans sa très belle bibliothèque. Vous en avez l'habitude maintenant. Une question majeure cette semaine: qui n'a jamais été concerné par l'achat d'un bien immobilier et la livraison d'un appartement ou d'une maison? On appelle ça le droit de la construction et on va en parler avec Maître Sébastien Guénaud. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes évidemment avocat au barreau de Draguignan. Vous êtes spécialiste de ces questions du droit de la construction. On va parler des délais de livraison, on va parler de la garantie d'assurance, on va parler des malfaçons aussi qu'on peut retrouver à la livraison dans une construction. Toutes ces questions qui empoisonnent un petit peu la vie des acheteurs. Première des choses que j'ai envie de vous demander, c'est dans la livraison d'un appartement, dans la livraison d'une maison, on a l'impression que tout le monde a toujours un problème. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a toujours un problème de délai, un problème de malfaçon, un problème de garantie d'assurance? Est-ce qu'on est systématiquement face à un argument à opposer au promoteur ou à l'agence qui vous a vendu le bien? Il existe des constructeurs de qualité, des promoteurs consciencieux qui livrent leurs biens immobiliers dans les délais, conformément aux règles de l'art. Mais il existe également des constructeurs moins consciencieux, plus brouillons et parfois également plus débutants. Et dans ce cas-là, effectivement, il est intéressant de se renseigner sur l'existence des garanties d'assurance, de bien regarder le contrat de construction pour vérifier les engagements du constructeur en termes de délai et les sanctions qui sont susceptibles de s'appliquer. Alors, le cas échéant, on va revenir sur les livraisons, les malfaçons. La garantie d'assurance, c'est quoi exactement? C'est ce qui régit tous les engagements du promoteur ou du constructeur de la maison, ou c'est plus compliqué que ça? C'est plus compliqué que ça. Alors, il y a des garanties qui s'appliquent avant réception et des garanties qui s'appliquent après réception. Avant réception, puisque c'est chronologiquement ce par quoi il faut commencer, vous avez des garanties de livraison à prix et délai convenus dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, la simple maison que l'on construit sur un terrain. Et vous avez, lorsqu'il s'agit d'immeubles collectifs, des garanties qu'on appelle des garanties, c'est des termes assez savants, extrinsèques et intrinsèques. Ce sont des garanties, pour les garanties extrinsèques, des garanties bancaires qui sont accordées au promoteur, qui va garantir l'achèvement de l'opération de construction si le promoteur connaissait des difficultés, comme ça arrive. Donc, dans cette garantie d'assurance, on se couvre finalement en tant qu'acheteur à bien éplucher ce document, à vérifier qu'il a les bonnes garanties bancaires, qu'un délai de livraison est officiellement acté pour pouvoir ensuite entamer une procédure si ce délai de livraison est trop long. Ça, c'est la première des choses à vérifier. Ces garanties d'assurance, cette garantie d'assurance, c'est un bon début. C'est la base, on va dire, d'une bonne relation. Être tout à fait certain que ça permet d'être tout à fait certain que le projet pourra arriver à son terme et qu'on ne perdra pas l'argent qu'on aura investi dans le cadre d'un programme qui s'arrêterait pour des raisons. C'est quelque chose qu'on peut faire seul, ça, en tant qu'acheteur, ou si on a un avocat de famille, c'est conseiller de donner le document à éplucher à son avocat? Alors, il y a des contrats de construction de maison individuelle type avec de toute façon des mentions obligatoires dans le contrat. C'est-à-dire que tout constructeur de maison individuelle a l'obligation, pénalement sanctionnée si elle est absente, de souscrire une garantie à prix et délai convenu qui substituera en fait un constructeur, un tiers, si le constructeur déposait le bilan ou abandonnait le chantier. Pour être sûr que quelqu'un prendrait le relais. Voilà. Et donc, du coup, la garantie permet de substituer un constructeur à un autre et garantit également les délais de livraison, c'est-à-dire finalement elle garantit les pénalités contractuelles de retard qui sont stipulées au contrat. On jette un œil à ce document. Voilà, si on a un avocat sous la main, ce qui est mieux, on lui soumet tout ça et on vérifie que tout est dans les règles. C'est plus sage. C'est plus sage. Ensuite, le problème essentiel, quand on côtoie des gens qui achètent ou quand on a soi-même acheté un bien, c'est ce fameux délai de livraison. On a toujours une date en début de projet, date qui est souvent dépassée. À partir de quel moment on peut faire quelque chose, en fait? Est-ce qu'il y a un délai légal ou est-ce que dès le premier mois, par exemple, de retard, on peut exiger des choses du promoteur?
Alors, il y a effectivement, il faut regarder son contrat. Alors, en matière d'immeubles collectifs, en règle générale, les promoteurs définissent une période de livraison Donc on dit de leur premier programme. semestre 2015. Voilà, premier semestre 2015. Il y a des causes légitimes de suspension, les intempéries. Malheureusement, la construction ne fait pas bon ménage avec le mauvais temps. Il y a les grèves, voilà, tout un. Il y a des causes impondérables. de suspension. Voilà, il y a des impondérables qui peuvent être qui prorogeront le délai de livraison au-delà du terme éventuellement convenu. Et une fois qu'on a computé l'ensemble de ces éléments, il arrive effectivement qu'il y ait un retard inexcusable, et dans ce cas-là, c'est sanctionné soit par des pénalités contractuelles de retard, soit par des dommages et intérêts s'ils n'ont pas été prévus, puisqu'en fait, il y a un engagement dont la sanction n'a pas été contractuellement prévue, qui se répare par l'allocation de dommages et intérêts. Et là, il faut démontrer l'étendue de son préjudice. Exactement. Et là, il faut faire appel à un avocat et entamer une procédure devant ce qu'on appelle un tribunal, tout classique. Tout à fait. Donc là, la démarche est on ne peut plus claire. Même question pour les petites surprises à la livraison, quand on peut se retrouver face à un bien qui n'est pas exactement celui que l'on avait commandé, avec des malfaçons, avec des petites scories. Là aussi, on peut faire quelque chose ? Ah oui, on peut faire quelque chose, tout à fait. C'est même conseillé ? C'est conseillé. Bon, maintenant, il faut faire la part des choses. On peut refuser de prendre livraison d'un appartement. On peut refuser une livraison lorsque le bien n'est pas en état d'être reçu, lorsque le bien en fait n'est pas conforme à sa destination d'habitation. On raisonne par rapport bien évidemment à l'habitation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit affecté de non-conformité que en fait la jurisprudence dit substantielle. Un immeuble achevé est un immeuble. Pour être livré, un immeuble doit être achevé au sens du Code de la construction et de l'habitation. Et cette notion d'achèvement est définie par le Code de la construction. Donc il y a des critères effectivement d'éléments d'équipement. Il faut que l'appartement soit alimenté en électricité, en eau, relié au tout à l'égout, bien évidemment. Fermé, hors d'eau, hors d'air. Et muni d'escalier, si vous êtes au 3e étage, c'est tout de même beaucoup plus pratique. Il faut que les parties communes soient éclairées. Voilà, tout un tas d'éléments qui sont considérés effectivement comme des éléments substantiels et qui permettent à l'acquéreur de jouir normalement de son bien immobilier. En revanche, des petits défauts de salissure, de peinture, de poussière, de nettoyage de chantier ne sont pas considérés comme des défauts substantiels qui autoriseraient l'acquéreur à différer la responsabilité aussi de l'acquéreur. Donc il faut faire le tri. On ne peut pas essayer de gratter là où il n'y a pas matière. Non, il y a quand même une notion d'achèvement qui est liée à des critères techniques d'habitabilité. Du bien immobilier. Aujourd'hui, ces procédures, est-ce que vous en traitez beaucoup ? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens font beaucoup appel à un avocat pour gérer ce genre de litige où on a affaire à des acquéreurs qui essayent de s'arranger directement avec le promoteur, par exemple ? La plupart du temps, les gens s'arrangent. D'abord parce que l'acquéreur est tout de même pressé d'entrer dans les lieux, de récupérer le fruit de son investissement. Il n'a souvent pas le choix, d'ailleurs. Il n'a souvent pas le choix. Il a déménagé, vendu son ancien bien immobilier et donc il doit prendre une livraison. C'est souvent effectivement après la livraison qu'il se rend compte qu'il y a un certain nombre de difficultés et de problèmes à résoudre. Cela dit, il existe des garanties après réception qui ont vocation effectivement à permettre la mise en conformité du bien après la prise de possession par l'acquéreur. Il y a une vraie différence entre le droit de la construction pour une maison individuelle et pour une copropriété, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment des oppositions majeures où finalement on adapte simplement ce droit au type de bien qu'on construit ? L'esprit de la loi est à peu près le même dans les deux cas. Ce sont des ventes d'immeubles à construire. Donc, en fait, on achète sur plan, sur un descriptif, dans les deux cas, pour la maison individuelle et pour l'immeuble collectif. Donc, l'esprit de la loi est le même. En matière d'habitation, dans les deux types de contrats, vous avez, par exemple, au moment de l'exécution des travaux, un échelonnement des paiements qui est prévu de manière réglementaire. On doit payer X% à tel stade d'avancement des travaux, puis X% à tel autre stade d'avancement des travaux. Donc c'est extrêmement réglementé. Et très souvent, toutes ces règles sont pénalement sanctionnées. C'est-à-dire que le constructeur qui ne le respecterait pas
encourrait des sanctions pénales qui sont diverses et variées. Donc finalement, le promoteur tout-puissant, c'est un mythe. Le promoteur n'est pas tout puissant. La loi est tout de même protectrice du consommateur du bâtiment depuis bien longtemps. L'esprit de la loi est effectivement un esprit de protection. Le promoteur, lui, est protégé aussi de certains aspects. Est-ce qu'il a des recours aussi, lui, pour se défendre, notamment, ou est-ce qu'il peut attaquer un acquéreur pour une question X ou Y? Oui, un acquéreur qui ne respecterait pas fautivement ses engagements. Donc notamment le paiement, par exemple. Le paiement aux différents échelons de règlement, effectivement, pourrait agir en annulation du contrat de vente pour revendre finalement son appartement à un autre acquéreur. Si on se résume, donc finalement, c'est un droit très codifié que celui de la construction. Il est recommandé, alors c'est peut-être un petit peu évident de le dire, mais de suivre de très près l'évolution de la construction de son bâtiment, oui, de se jeter dans les documents qu'on nous remet aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas prendre à la légère l'acquisition d'un bien à plusieurs centaines de milliers d'euros parfois sans être vigilant. Bonne vigilance, c'est le conseil de base finalement. Tout à fait. Ce sont des contrats très réglementés, donc avec un certain nombre de mentions obligatoires. Donc il faut effectivement vérifier que ces mentions sont bien prévues et bien stipulées par le contrat. Et à défaut, effectivement, il ne faut pas signer ce genre de contrat parce qu'on s'embarque dans une opération qui peut être délicate et qui n'ira pas forcément à son terme. Si le contrat n'est pas conforme, c'est déjà tout de même un premier indice de difficulté à venir. Merci beaucoup, Maître Sébastien Guénaud, je le rappelle, avocat au barreau de Draguignan. C'est la fin de ce rendez-vous de Nul n'est censé ignorer la loi. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Merci de votre fidélité.